à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire le bilan lecture de ce mois de juillet qui, comme je l'avais prévu à cause de mes vacances, a été assez conséquent. Maintenant que j'ai tout devant moi, je pensais pas que je lirais autant. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ça a été un bon mois à la fois au niveau de la quantité mais aussi de la qualité, puisque j'ai eu deux gros coups de cœur et j'ai découvert de nouvelles sagas que j'adore. Il y a eu vraiment des surprises, enfin il y a eu vraiment du très bon en ce mois de juillet, donc je suis ravie de pouvoir vous faire le bilan. Je vais commencer par parler très brièvement, comme d'habitude, des livres que j'ai déjà évoqués dans mon dernier update lecture à mi-mois, donc milieu du mois de juillet. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez un avis plus détaillé sur ces livres, mais du coup je vais passer très rapidement dessus. Donc j'avais lu Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, publié au Livre de Poche. C'était l'histoire d'une enquête sur une disparition d'enfants qui faisait écho à une ancienne enquête qui s'était passée à peu près 20 ans auparavant, où là les enfants avaient été tués et il se trouvait que un des inspecteurs c'était celui qui était en charge de la première enquête. C'était un bon petit thriller, c'est surtout le premier roman de Jérôme Loubry et je vous ai déjà parlé de mon amour pour cet auteur. Celui-là il n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais en même temps c'était son tout premier et on sent déjà le potentiel par rapport à ce qu'il va faire plus tard, donc c'est quand même une bonne lecture. Toujours en thriller, j'ai lu Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner, publié au Livre de Poche. C'est le troisième tome des aventures de la détective Tessa Leoni, bien qu'on la voit pas beaucoup dans ce tome là. Mais c'est pas mon préféré, parce que mon préféré ça avait été le premier qui était Preuve d'amour je crois. J'avais un peu moins bien aimé Famille Parfaite et celui-là m'a fait réaimer la plume de Lisa Gardner. Dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui a un accident de voiture et à son réveil elle ne fait que chercher sa fille, une certaine Véro. Sauf qu'en fait personne ne semble au courant de l'existence de cette Véro, pas même son propre mari, et du coup on va mener l'enquête pour savoir s'il existait vraiment une Véro, si oui qui était-elle, qui dit la vérité, qui ment, est-ce qu'elle est folle. Toute une petite enquête, c'était pour moi une très bonne lecture, voilà, je me suis régalée, c'était un bon thriller, pas un coup de cœur du tout, mais voilà, une bonne lecture et ça m'a fait plaisir, je me suis réconciliée avec Lisa Gardner. Ensuite j'avais lu Dévolution de Max Brooks, publié toujours au Livre de Poche. C'était un livre de la sélection pour le prix des lecteurs, donc sélection imaginaire que je fais cette année. Et c'était le dernier que j'avais à lire, alors, je crois que c'était pas le dernier qu'on a reçu mais c'est le dernier que j'avais à lire. Et je pensais pas du tout l'aimer parce qu'il était catégorisé comme horreur, où on nous parle du Bigfoot, enfin légende un peu urbaine, et moi je me suis dit oh là là mon dieu. Et en fait quelle surprise, je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est pas un coup de cœur, ça sera pas mon livre préféré, mais une super surprise parce que vraiment je pensais pas l'aimer et je l'ai dévoré. On va suivre une petite communauté qui est un petit peu en marre, un peu ostracisée et qui est un petit peu à fond sur les high-tech et en même temps près de la nature, enfin c'est un peu en contradiction leur communauté. Jusqu'au jour où il y a un volcan en fait qui entre en éruption juste à côté et ils sont complètement coupés du monde. Sauf qu'en fait sans électricité personne ne sait vraiment où ils sont et du coup ils vont se retrouver un petit peu piégés dans la nature et une bête féroce semble rôder dans les environs. C'est pour moi une histoire de survivalisme un petit peu, je dirais presque comme Jurassic Park. Il y a une note très thriller, suspense, mais pas horreur pour moi, c'est pas vraiment de l'horreur. Il y a quelques scènes un peu graphiques, mais franchement je suis une vraie froussarde. Si je vous dis que c'est pas de l'horreur, enfin du moins ça fait pas très peur, c'est que ça fait pas très peur. Mais juste c'est accrochant, c'est addictif, on a envie de savoir s'ils vont s'en sortir, si oui qui sont vraiment ces bêtes un peu bizarres. Enfin voilà, du coup c'était quand même une belle surprise. J'avais aussi lu Le Bureau du mariage idéal, une enquête de Sparks Brambridge chez 10-18, donc c'est écrit par Alison Moncler et je l'ai lu dans le cadre du Cozy Mystery Book Club, un groupe sur Instagram où on lit tous les mois des Cozy Mystery, et celui-là a été vraiment une belle découverte. J'ai adoré cette histoire. Pour moi les deux protagonistes principales étaient vraiment excellentes, je les ai vraiment trouvées attachantes, drôles. C'était frais, l'enquête était sympa, elle était pas tirée par les cheveux et en plus le contexte puisqu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre deux jeunes femmes qui sont
totalement différentes. L'une était un petit peu dans les forces spéciales, on sait pas trop au début lesquelles, mais elle était engagée dans la guerre, et l'autre est la femme d'un noble, en fait, d'un aristo, qui est décédé, et elle vit avec sa belle-mère absolument exécrable. Et ces deux femmes ont décidé de s'associer et de créer une agence matrimoniale, et sauf qu'en fait une de leurs clientes va décéder. Et le meurtrier c'est un de leurs clients, mais elles sont pas vraiment sûres qu'il puisse avoir fait ça. Du coup elles vont mener l'enquête pour essayer de prouver son innocence. Et c'est vraiment un beau duo et j'ai hâte de lire la suite. Toujours dans les agences matrimoniales, j'ai lu le premier tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié chez La Bête Noire, Robert Laffont. Et ça aussi, ça a été une belle découverte. Alors un peu moins coup de cœur que le bureau du mariage idéal, tout simplement parce que pour moi ce roman est en deux parties. La première partie est longue et pas très intéressante. Trop longue en fait, trop longue à poser le décor, poser les personnages, c'est un peu voilà. Mais par contre une fois que l'enquête démarre vraiment, c'est un régal et j'ai vraiment beaucoup aimé le duo. Donc on suit Delia et Samson. Samson c'est un garçon qui revient un petit peu au pays après s'être fait un peu chasser avec des fourches en gros, et du coup personne n'est ravi de le revoir. Et Delilah c'est une femme du pays qui n'a pas vraiment eu de chance dans sa vie et qui a décidé de monter une agence matrimoniale encore. Sauf qu'en fait, là c'est pas une cliente, c'est ses clients masculins qui commencent tous à mourir. Et du coup elle a pas trop envie d'être suspectée, surtout qu'en plus Samson il va ouvrir une agence de détective privé. Et du coup il va l'aider à mener l'enquête pour découvrir qui tue ses clients, parce que c'est pas du tout bénéfique pour son petit business, hein, on va pas se mentir. Et c'était vraiment sympa, tout le monde a eu à peu près le même avis parce que je l'ai lu en lecture commune. Le début était un peu long, on était là genre mais je ne comprends pas pourquoi cette série a autant de succès. Et en fait la suite est tellement cool qu'on oublie presque que le début était très long. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que maintenant que le décor est posé, il n'y a plus de raison pour que ça traîne en longueur, et tout le monde me dit que ce ne serait pas le cas pour la suite. Donc voilà, c'était une bonne lecture. J'ai également lu une petite romance bien sympathique qui s'appelle L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, donc c'est un duo d'autrices, publié chez Hugo Poche. Et là on suit c'est un enemies to lover en fait, Olive et Ethan qui vont par une circonstance hasardeuse, à savoir une intoxication alimentaire au mariage de la sœur d'Olive et du frère d'Ethan, vont prendre leur place en lune de miel parce qu'il est hors de question que tout cet argent soit gâché, surtout qu'en plus la lune de miel a été totalement gagnée par la sœur d'Olive à des jeux concours. Du coup ils prennent leur place et se font passer pour eux, et ils vont s'apprivoiser en cours de chemin. Voilà, ça va être de belles vacances qui vont mener sur un amour évidemment. Et franchement c'était frais, c'était sympa, c'était rigolo, il y avait plein de sarcasme, ça m'a plu. Et c'est une romance que je recommande notamment à ceux qui lisent pas beaucoup de romances comme moi, qui en lisent un petit peu l'été comme ça de temps en temps, qui les saupoudrent un petit peu, parce que j'ai lu des commentaires de plusieurs personnes qui lisent beaucoup de romances et qui apparemment trouveraient que c'est peut-être un petit peu téléphoné, qu'on retrouve beaucoup des tropes en fait de la romance classique. Moi vu que j'en lis pas beaucoup, j'ai adoré, donc voilà, je vous le conseille. Et enfin sur ce tour très rapide de ce que j'ai déjà lu, The Stardust Thief de Chelsea Abdullah, c'était ma lecture VO, c'était une réécriture sur les contes des Mille et une nuits, avec beaucoup de mythologie, une action vraiment sympa, un anglais très accessible, et des personnages. On avait Loli qui est une marchande un peu escroc, qui est toujours avec son jean garde du corps, et puis le prince Mazin qui est le prince cadet qui se fait passer pour son grand frère pour aller chercher un artefact mystérieux qui est la lampe du roi des djinns. Voilà, c'était vraiment une super lecture, je me suis éclatée, ça m'a fait vraiment plaisir de lire cette histoire, surtout que j'aime beaucoup la mythologie, il y en a beaucoup dans ce roman tout simplement. C'est un début de trilogie je crois, il me semble. J'espère que ce sera traduit parce que je pense que c'est un récit qui peut plaire vraiment à beaucoup de personnes. Voilà, on a fini avec le récap des lectures que je vous avais déjà présentées dans mon dernier update. Maintenant, on va passer à la suite parce que il y a du travail. Déjà, en BD, j'ai lu la suite de La Quête des Willan, donc le tome 2. Il me semble que c'est la deuxième partie du premier tome en papier. Voilà. C'était vraiment sympa, je trouve ça vraiment super rigolo, cette histoire de monde parallèle, et puis les personnages sont plutôt attachants et je trouve que le trait graphique est assez simple mais assez joli. Donc voilà, de temps en temps une petite BD quand je sais que j'ai une demi-heure à tuer. Voilà.
façon de parler, mais voilà, j'ai un tout petit peu de temps devant moi, c'est plutôt pas mal et voilà, c'était une BD plutôt sympa. Je m'épancherai pas dessus parce que moi et les BD on n'est pas super copains, donc je suis pas la mieux placée pour vous parler tout simplement de graphique. Mais voilà, c'était plutôt sympa. J'ai lu Persuasion de Jane Austen, donc dans la collection, vous savez, des romans éternels qu'on avait beaucoup vu passer, qui sont très très jolis mais qui sont, pour ne pas vous mentir, pas très sympa à lire parce que je trouve que la mise en page n'est pas des plus confortables pour la lecture. Dans cette histoire, on va suivre Anne Elliot, qui est une jeune femme de 28 ans mais qui apparemment est déjà défraîchie. Voilà. Et il y a quelques années, elle avait refusé la demande en mariage d'un capitaine qui n'était pas un petit peu, comment dire, qui n'avait pas le statut social digne de sa famille. Donc une proche amie lui avait conseillé de refuser cette demande en mariage. Sauf que le temps a passé, la guerre est finie et ce fameux capitaine revient en ville, et sauf que là elle se rend compte qu'elle a fait une belle bêtise. Et surtout que maintenant il a un titre, il a de l'argent, donc d'autant plus. Sauf que le capitaine il l'a un petit peu là en fait, que Anne allait refuser sa demande en mariage. Du coup il va commencer à courtiser d'autres demoiselles. Sauf que vous vous doutez bien qu'ils vont finir par retomber amoureux évidemment. C'était mon troisième, je crois, Jane Austen, et je reste sur mes positions. Orgueil et préjugés, ça reste mon préféré. Celui-là était très sympa, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de joute verbale, que c'était un petit peu moins incisif. Alors je crois que c'est son dernier roman, et comme quoi j'ai entendu que voilà, c'était son roman de la maturité, on va dire. C'était pas mauvais, mais il m'a manqué ce petit piquant qui fait que j'aimais bien les romans de Jane Austen. Du coup, je suis un petit peu plus sur une demi-teinte sur celui-là. Il faut que je vous parle de La Voix des Rois de Brandon Sanderson, donc le tome 1, mais je ne vous en parlerai que un tout petit peu, tout simplement parce que j'ai pas encore lu le tome 2. En fait ces romans sont divisés en deux, donc le premier tome en fait c'est partie 1, partie 2, et moi je n'ai lu que la partie 1, et je trouve que c'est un peu... pas respecter l'œuvre de vous parler que de la moitié en fait de cette histoire, du moins du premier tome de cette histoire. Donc je vais vous en parler un tout petit peu et je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'en pense quand j'aurai lu la fin de ce premier tome, parce que du coup c'est vrai que ce premier tome était très introductif. En même temps c'est normal, il y a 2000 pages en tout, ça c'est juste 1000 pages. Donc sur 2000 pages de roman, c'est normal que l'introduction du monde, des personnages, des intrigues, du système de magie, ça prenne un petit peu de temps. On est sur un monde qui est vraiment très différent de celui qu'on peut trouver dans Fils des Brumes, qui semble plus évolué, peut-être plus d'une autre époque. Là, j'ai l'impression que dans ce monde, tout est un petit peu de la survie. Tout le monde, même les rois, même les... Voilà, tout est difficile, la magie est très faible, elle subsiste seulement à travers des gemmes qui sont intégrées à des artefacts, mais ça reste une magie très faible, c'est très dur, on sent que le monde n'est pas fertile, que voilà, pour moi c'est un récit qui se positionnerait pas du tout sur la même ligne temporelle que Fils des Brumes, car normalement tous les mondes sont liés, ça fait partie du Cosmere de Brandon Sanderson, mais pour moi il faudrait que je vérifie, mais au niveau de la ligne temporelle on n'est pas du tout sur la même que Fils des Brumes, qui est plus sur une ligne, je dirais, au médiéval, avec un peu plus d'opulence malgré les événements, malgré tout ce qui s'y passe, alors que pour moi là on est vraiment sur une ligne temporelle un peu fin médiévale, un peu rude, un peu une terre très aride, voilà, c'est vraiment une autre ambiance. Et on va suivre plusieurs personnages. Donc Kaladin qui était un soldat, un tueur à gages, voilà, qui était très respecté, il avait une super position, sauf qu'en fait il a tué une personne sous ordre et il s'est retrouvé esclave, et donc on va le suivre, il va être enrôlé dans l'armée, mais vraiment le pire de l'armée, les porteurs de pont ça s'appelle en fait, ce sont les petites crottes en fait de l'armée qu'on envoie porter des ponts pour que l'armée puisse passer en fait, mais du coup ce sont les premières lignes en fait, ce sont ceux qui se font tuer constamment, et lui il va essayer de trouver une manière pour que son équipe puisse survivre tout simplement, essayer de trouver des stratégies, voilà, parce que lui c'est un grand guerrier en fait, et il se retrouve
sur une première ligne et tout le monde pense que c'est pas vrai, qu'il dit que c'est un grand guerrier mais en fait que c'est du vent quoi. On a également un chef d'armée qui a perdu son frère et qui surveille un petit peu son neveu qui est le roi et qui commence à s'intéresser à des textes un petit peu sacrés et tout le monde pense qu'il commence à perdre un petit peu la tête comme son frère avant lui. Et enfin on a Shallan qui est une jeune femme qui veut apprendre la magie avec la nièce de Dalinar, qui est une femme de science vraiment très exigeante, très respectée. Je sais pas si vous connaissez la série Bones, mais pour moi cette femme là se rapproche beaucoup de Tempérance Brennan parce qu'elle ne laisse pas la place à l'erreur. Tout le monde doit déjà être très bon avant qu'elle puisse continuer à les former. Et en plus c'est une hérétique puisque elle ne croit pas aux dieux en fait de ce monde, ce que Dalinar ne cesse de lui faire remarquer. Donc on va suivre Shallan qui va essayer justement de devenir la pupille de cette fameuse femme, et en même temps en fait elle a un artefact magique qui est cassé et elle veut échanger son artefact contre celui de cette érudite. Et donc on va suivre tous ces personnages et c'est vrai qu'au début j'ai trouvé que c'était très long, ça manquait un petit peu de rythme et voilà, il y avait beaucoup de choses à apprendre, pour moi c'était très flou, je comprenais pas le système de magie. Et puis petit à petit c'est devenu beaucoup plus limpide, beaucoup plus évident et j'ai commencé à vraiment me prendre dans cette histoire et à suivre tous les destins croisés de ces personnages. Mais je vous le dis, pour moi la deuxième partie de ce premier tome sera meilleure car on connaît tous la construction d'un récit et les péripéties qui s'accélèrent et qui amènent à une situation différente se trouvent en général dans la deuxième partie du roman, voire à la fin du roman. Et donc là, vu que je n'ai lu que la première partie du roman, voilà, mon avis est un peu biaisé et c'est pour ça que je vous en parlerai un peu plus une fois que j'aurai lu la deuxième partie, même si je me rends compte que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc je ne sais pas si ça fait beaucoup sens pour vous ce que je vous ai dit, mais moi ça faisait pas beaucoup de sens pour moi au début, donc rassurez-vous, on est sur la même longueur d'onde. J'ai aussi lu un Twisted Tales ce mois-ci, il s'agit de Profondeur de l'océan de Lise Braswell publié chez Hachette et c'est mon ami Loïc qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, donc merci beaucoup. C'est une réécriture de La Petite Sirène, donc une réécriture Disney comme tous les Twisted Tales, et là l'histoire ce serait et si Ariel n'avait jamais réussi à vaincre Ursula. J'avais vraiment pas beaucoup aimé le dernier Twisted Tale de Lise Braswell que j'avais lu, c'était celui sur Peter Pan. Et du coup j'avais un petit peu peur de rentrer là-dedans, sachant que j'aime beaucoup Ursula, j'aime beaucoup La Petite Sirène. Et franchement, j'ai été très surprise parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était vraiment sympa. Il y avait un changement qui était subtil, qui était intelligent, qui a été bien fait, qui était cohérent, bien que je me suis demandé du début à la fin comment Ariel pouvait avoir le trident en sa possession alors que normalement Ursula le récupère. Bon. Mais je me suis dit bon c'est pas grave, essaye de penser à autre chose, et à part ça franchement c'était vraiment sympa. J'ai retrouvé les personnalités de mes personnages et ça je pense que c'est le plus important, c'est retrouver leur personnalité, qu'ils ne soient pas dénaturés, et franchement c'était très sympa. C'était une lecture qui s'est lue très vite hein, mais surtout pour moi c'est ce qui fait une bonne réécriture Disney. C'était un bon tome et je le conseille à ceux qui, comme moi, n'aiment pas tous les Twisted Tales et qui ne savent pas vers lesquels se pencher. Celui-ci, franchement, il était vraiment très sympa. Je vous avais dit dans celui-ci, on va suivre Ariel qui n'a pas réussi à vaincre Ursula. En gros, elle s'est mariée et puis elle l'a laissé se marier et puis elle a récupéré Triton en l'échange de la vie de sa fille. Elle l'a transformée, vous savez, en mini algue là, bien moche. Et du coup on retrouve Ariel 5 ans plus tard qui, pour la punir, ça j'ai pas trop compris aussi mais bon, pour la punir on l'a fait devenir la reine d'Atlantica, et du coup elle est vachement plus mature parce qu'elle a 50 de plus, parce que c'est la reine et elle ne pense qu'à son père et voilà, à tout ce qui s'est passé jusqu'au jour où elle apprend que son père serait vivant parce qu'elle pensait qu'il était mort. Et du coup elle va essayer de retourner sur Terre pour essayer de le délivrer tout simplement et vaincre Ursula et sa malédiction. C'était vraiment cool, voilà, je vous le conseille. Si vous cherchez un Twisted Tales assez sympa, en plus pour l'été, les sirènes c'est vraiment parfait, donc allez-y. Ensuite il faut que je vous parle d'un coup de cœur mais intersidérable
Et comme dirait Caro, avec qui je l'ai vu en lecture commune, oh là là, voilà, il s'agit de Our Violent Ends de Chloé Gong et c'est la deuxième partie et la fin de la duologie de These Violent Delights que j'avais lu il y a quelques temps. C'est une réécriture de Roméo et Juliette avec une touche de fantastique, je dis bien une touche parce que c'est quand même assez léger et surtout c'est situé dans le Shanghai des années 20. Le premier tome était très contemplatif, voilà, c'était vraiment un roman d'ambiance et je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité parce que justement il n'y avait pas énormément d'action. Puisque Roma et Juliette sont des anciens amants qui maintenant sont ennemis mais qui se retrouvent à devoir collaborer quand il y a un espèce de monstre avec des insectes, d'ailleurs c'est répugnant cette partie, qui se répand sur la ville de Shanghai et qui va rendre fous les habitants, fous tellement qu'ils vont en mourir et dans d'atroces souffrances. Et du coup ils vont collaborer tous les deux puisque ce sont les enfants des deux chefs de gang les plus influents de Shanghai, c'est-à-dire les White Flower pour Roma et les Scarlet pour Juliette. Donc je vous le disais, le premier tome était un peu contemplatif. Et celui-ci, c'est de l'action en barre. Voilà, ça n'arrête pas. À chaque chapitre, il y a des révélations. À chaque chapitre, il y a des actions qui fait que vous avez peur pour vos personnages, vous stressez, moi je me suis impliquée dans l'histoire. À chaque chapitre je me disais mais comment elle peut faire plus fou à chaque fois que le précédent. Il y a un moment elle va nous laisser respirer, elle va nous laisser arrêter, d'avoir l'impression d'avoir le cœur serré là comme ça, le cœur sur le point de s'arrêter de battre, et non, ça continue à chaque chapitre. Voilà, des révélations, des choses qui nous aient pleuré, qui nous aient avoir peur, qui nous aient stressé, voilà, ça n'a pas arrêté ce livre, ça a été ça tout le long. J'ai eu un ascenseur émotionnel absolument tout le long, les montagnes russes des émotions plutôt, voilà, les montagnes russes des émotions. Je n'ai pas arrêté d'être surprise, de me faire emporter par le roman, par trouver l'action vraiment dynamique, qui ne s'arrête pas, elle est homogène pendant tout le roman. Et cette fin m'a brisé le cœur, m'a brisé les entrailles. Et en même temps il y avait des passages qui étaient ultra émouvants. J'ai eu la larme à l'œil clairement et je pense que si j'avais pas été dans un train j'aurais pleuré comme un bébé, voilà. Mais il fallait quand même que je me contienne parce qu'il y avait des gens autour de moi. Mais voilà, pour moi c'est un livre qui est parfait. Je sais pas quoi redire à ce livre, tellement je l'ai trouvé incroyable, tellement j'ai passé un énorme magnifique moment de lecture et franchement c'était génial. Si vous avez lu le premier livre et que c'était bof bof et que vous hésitez à continuer parce que justement c'était pas assez rythmé, mais lisez la suite. Franchement lisez la suite. Parce que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le premier avait été une très bonne lecture, celui-ci c'est le coup de cœur, c'est le coup de cœur magistral, voilà. Je pense même que c'est mon livre préféré du mois et un de mes livres préférés de cette année, c'est sûr, mais il m'a plus convaincu que Nevernight, le tome 3 que j'ai lu, que je vais vous présenter juste après, c'est dire, et vous connaissez mon amour pour Nevernight. Donc voilà, c'est une duologie que je recommande à toutes les personnes qui aiment Roméo et Juliette, qui aiment l'amour, qui aiment l'action, qui aiment les romans d'ambiance, mais surtout qui parlent un petit peu anglais parce que malheureusement ce n'est pas un niveau d'anglais très accessible. C'est pas non plus ultra difficile, mais je pense qu'il faut quand même être un lecteur assez régulier de romans VO pour pouvoir lire cela sans être un peu dégoûté ou sans avoir l'impression de tourner en rond, surtout que le premier roman est très contemplatif donc il y a beaucoup de descriptions. Je vous le conseille pas si vous débutez la lecture VO, mais par contre si vous êtes assez à l'aise avec des romans simples, vous pouvez peut-être vous y plonger. Mais voilà, il n'est pas non plus très facile, je tenais à le préciser. Donc je vous disais, j'ai préféré Our Violent Ends à L'Aube Obscure, le troisième tome de Nevernight publié chez De Saxus et écrit par J. Christophe. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, hein, vraiment, mais juste celui d'avant a été tellement un coup de cœur. Et puis même si j'adore Nevernight, ce troisième tome m'a déçu. Voilà, il faut le dire. Cette conclusion de série n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Ça reste une de mes séries préférées et je trouve que le travail sur le monde, sur les personnages a été vraiment
incroyables. J'adore la plume de l'auteur qui est très humour noir, autodérision, sarcasme, voilà, c'est une plume très particulière et je comprends qu'elle ne plaise pas à tout le monde, mais moi je l'adore. Les notes de bas de page, je me régale de les lire. D'ailleurs, dans celui-là, pendant très longtemps, il n'y en a pas. Et après, il nous fait une petite note de bas de page en mode « ça fait longtemps que je vous en avais pas fait, mais c'est bon, je reviens, je suis là les gars, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on reprend les notes de bas de page. » Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup moins parce que il a déjà énormément expliqué son monde et puis surtout c'est la conclusion, je pense que ça s'y prêtait un peu moins. De manière générale, j'ai trouvé que ce livre était en dessous des autres. Pour rappel, l'histoire de Nevernight, c'est l'histoire de Mia qui est une jeune fille qui voit sa famille se faire décimer devant ses yeux suite à un coup un putsch politique. Elle passe sa vie à attendre d'être en âge de pouvoir rejoindre l'église rouge qui est une école d'assassins afin de pouvoir venger tout simplement la mémoire en fait de ses parents. Et ça c'est le résumé du 1. Mais il se passe tellement de choses que c'est plus trop d'actualité, enfin voilà, au niveau du 3 on est vraiment quasiment sur une histoire totalement différente. Les prémices sont les mêmes mais il se passe tellement de choses dans ce monde que... Voilà, il faudrait que je vous résume le 2 pour comprendre où on en est au début de ce tome 3, mais je vais vous spoiler sinon, donc on va éviter. J'ai trouvé que ce livre était un peu en dessous parce que à la fois je trouve déjà qu'il y a des scènes de sexe qui sont pas du tout utiles à l'histoire, autant toutes les autres sur le tome 1 et le tome 2 je les avais trouvées utiles, j'avais trouvé qu'elles apportaient quelque chose au récit, au développement de Mia notamment. Alors que là, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment inutiles, elles servaient à rien. J'ai trouvé aussi que certaines épreuves, certains passages de son voyage à Mia étaient trop simples, mais trop simples. Il s'est passé même une scène, alors pour ceux qui l'ont lu, au niveau de la tempête et un certain roi, je me suis dit, est-ce qu'il manquerait pas des pages? Parce que ça m'a l'air quand même rapide, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai vraiment tout compris? Et j'ai dû relire le passage pour me rendre compte que non, c'était bien ça, c'était bien si rapide. Et du coup, c'est vrai que c'était dommage parce que j'ai trouvé que les 2 tiers du roman, les 2 premiers tiers en fait, étaient un peu plus plats que d'habitude, étaient un peu moins palpitants, que... Voilà, c'était pas comme d'habitude et j'étais un peu déçue. Alors heureusement, la fin rattrape quand même, hein. La fin est magistrale, les batailles sont ouf, bien que par rapport à certains personnages je ne suis pas ravie car j'aurais voulu un autre dénouement, surtout que je trouve qu'il y a une personne très toxique dans ce livre qui malheureusement a un petit peu ce qu'elle veut tout le temps. Mais bon, pour ceux qui l'ont lu vous savez de quoi je parle je pense. Mais voilà, il y a eu du très très bon, comme il y a eu du un peu moins bon, hein, voilà. Mais ça reste quand même un monde assez incroyable. J'ai beaucoup aimé que dans ce livre on puisse vraiment en apprendre sur notamment les enténébrés, d'où viennent ces ténèbres, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là, comment est-ce qu'elles sont apparues. Il y a aussi toute l'histoire de Sépulcra qui est expliquée en fait dans ce tome et ça m'a beaucoup plu. Car je trouvais ce qui manquait aux 2 premiers, c'est que l'histoire était folle mais il manquait le petit truc qui faisait qu'on comprenait d'où le monde venait. Et là on a compris, là on a toutes les réponses à nos questions et du coup j'étais quand même très contente d'apprendre ces réponses et puis surtout c'était quand même un plaisir de retrouver le monde, les personnages, gentilhomme notamment, je l'aime trop. Donc voilà, c'était pas une mauvaise lecture, vraiment loin de là, mais j'avais tellement aimé les 2 premiers que celui-ci à côté il est un peu moins savoureux. Voilà, ça reste une de mes sagas préférées et je vous ferai très rapidement une vidéo sur le sujet en parlant uniquement de la trilogie. Comme ça, si jamais vous ne l'avez pas commencé, vous pourrez voir si elle est pour vous ou pas, si elle vous tente. Ça arrive très très vite. Ensuite, j'ai encore lu une réécriture de La Petite Sirène et ça s'est très bien passé encore. Il s'agit de Murmure de l'océan d'Ophélie Duchepin, publié aux éditions Plume Blanche. C'est un tome 2. On m'a dit que ça pouvait se lire indépendamment, mais pour avoir lu le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1, je vous dirais que si vous pouvez, c'est peut-être mieux de lire le 1, bien que ce ne soit pas nécessaire. Mais on reparle de certains personnages du tome 1, du coup c'est vrai que
c'est peut-être mieux de le faire dans l'ordre. Après si vous voulez lire que celui-là, vous pouvez totalement, vous n'allez pas être perdu. Mais c'est vrai que vu qu'on reparle de certains personnages du tome 1, j'aurais tendance à vous conseiller d'abord de lire Rose éternelle. Donc c'est une réécriture de La Petite Sirène. Je m'attendais vraiment à un récit de fantasy très soft, vraiment très soft, genre kid friendly, alors que non. Alors sachez-le, il y a de la romance, il y a des scènes pas non plus trop olé olé, mais un petit peu. Il y a du langage parfois un peu vulgaire, voilà, c'est pas non plus pour les enfants, hein, voilà. Après ça reste soft, c'est pas non plus Donc dans cette histoire on va suivre Aileen qui est une sirène mais qui a perdu sa voix de sirène. On lui a arraché sa voix qui l'a liée à l'océan. Et il y a quelques années elle avait sauvé le prince Eric d'un naufrage. Sauf que depuis elle le déteste parce qu'il s'est passé quelques petites choses dont je peux pas trop vous parler car c'est une révélation de fin de bouquin. Mais voilà, elle le déteste. Et en plus elle est comme liée à son destin, à Eric. Et du coup, un jour, son ami Triton va lui demander de retourner sur Terre pour protéger sa petite fille qu'il a eue avec une humaine qui est chassée par certaines personnes. Je vais pas tout vous dire non plus. C'est très difficile, je trouve, de résumer celui-ci sans trop en dire. Et du coup, elle va se rendre sur Terre et là, elle va retrouver le prince Eric. Et va s'en suivre moultes aventures avec des pirates, avec des tritons, avec un léviathan, avec les tempêtes, des bateaux, voilà. Il va se passer plein de choses. J'en avais entendu beaucoup de bien d'Ophélie du Chemin et ma copine livromancienne m'avait grave motivée à les lire puisqu'elle s'était commandée Rose éternelle et Murmure de l'océan et franchement j'ai bien fait de l'écouter parce que ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur comme certains, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une réécriture très sympa qui sortait vraiment du conte puisqu'il n'y a pas non plus... il y a quelques scènes qui font écho au dessin animé mais en même temps ça s'éloigne quand même vachement et c'est très indépendant, c'est vraiment une histoire à part et avec des personnages qui sont construits un peu différemment. Mais ça n'a pas manqué, j'ai été complètement convaincue par la plume, par l'histoire, bien que parfois, de temps en temps, Aileen me fait un petit peu lever les yeux au ciel. Mais c'était soft et c'était pas souvent, c'est surtout au début du roman. Et après ça s'est arrêté, je n'ai plus trop eu cette impression, mais au tout début elle m'a un petit peu agacée. Je préférais Eric, on va dire. Il n'empêche que j'ai trouvé que l'écriture était vraiment jolie et que malgré quelques mots un peu vulgaires comme je vous l'avais dit, ce qui me dérange pas même de manière générale, il y avait une certaine poésie dans sa plume, dans sa description, il y avait vraiment un vocabulaire qui était riche, un vraiment vocabulaire très riche, notamment dans ses descriptions, c'était très visuel, on arrivait vraiment à se trouver en fait dans l'histoire et à vivre comme si on était à côté d'eux en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. La fin aussi je l'ai deviné mais c'était bien trouvé, ça m'a convaincue. Et voilà, c'était pas un coup de cœur mais c'était quand même une très bonne lecture et même si je vous ai dit qu'il y avait quelques petits points qui m'avaient un petit peu dérangé sur le moment, ça reste quand même du très bon et j'ai hâte de lire Rose éternelle parce que j'ai vraiment accroché à cette plume et à ces histoires et elles sont toutes imbriquées les unes avec les autres et le 3e tome sera sur Réponse mais il ne sortira pas avant 2024. Voilà. Enfin, le livromancienne m'a appris ça l'autre jour et j'étais très triste parce que quand même, malgré quelques petits défauts, j'ai adoré cette lecture. Voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai dévoré les 570 et quelques pages. Très bon moment de lecture. Autre très beau moment de lecture, il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. C'est publié initialement chez Fayard et là c'est au livre de poche. C'est une petite histoire qui fait à peine 300 pages en poche sur une rue dans un petit village peuplé de vieilles personnes en fait qui se sont toutes installées quasiment en même temps et qui ont toutes vieilli, grandi, vécu ensemble dans cette impasse des Colibris et un jour le maire leur apprend qu'il va la raser et qu'il va donc les exproprier pour pouvoir construire une école et du coup ils décident qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils vont tout tenter pour essayer de faire changer le maire d'avis.
Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Virginie Grimaldi, je crois que j'en lis à peu près un par an, et je me suis tout de suite retrouvée happée dans son style qui est tendrement rigolo, qui est doux, qui nous fait aimer les personnes et notre prochain et nos voisins, qui nous fait nous questionner sur le temps qui passe, sur les personnes de notre famille. Est-ce qu'on les a comprises vraiment? Est-ce qu'on les voit autrement que comme nos grands-parents par exemple? Parce que eux aussi ils ont vécu, eux aussi ils ont eu notre âge. Et c'était vraiment très touchant, c'était drôle, ce groupe de vieilles personnes qui vont jusqu'à faire le JT de Jean-Pierre Pernaut pour pouvoir revendiquer qu'ils veulent pas que l'impasse des Colibris soit démolie. Et puis en parallèle on a toute cette histoire très touchante de Marceline qui est l'héroïne principale de ce livre, où on suit à travers les années via des journaux, via des lettres qu'elle a écrites, toute sa vie à partir du moment en fait où elle se marie avec Anatole. Et donc son quotidien de femme au foyer, parce qu'à l'époque c'était vraiment très différent, vraiment sans filtre, le fait de nouer des amitiés avec d'autres personnes, le fait de se disputer avec des personnes de sa famille, se disputer au point de ne plus leur parler, enfin voilà, c'était très touchant. Et j'ai pleuré à la fin, je m'y attendais pas, j'ai pleuré comme un bébé, mais genre vraiment comme un gros bébé. Si vous ne l'avez pas lu et vous cherchez un Virginie Grimaldi, je vous le conseille. Pour l'instant c'est mon préféré, c'est celui qui m'a ému aux larmes. Voilà, c'était vraiment une super lecture, je m'y attendais pas mais c'était incroyable. Alors si j'ai un peu bougé, c'est parce que je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû changer la batterie. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler de ma dernière lecture de ce mois. Il s'agit des Portes perdues de Seanan McGuire, c'est publié chez Pygmalion. C'est le premier tome des Enfants Indociles, c'est une saga de petites nouvelles. Ils sont vraiment tout petits, ils font entre 200 et 250 pages chacun, du moins en anglais. Donc c'est une saga de nouvelles qui n'est pas du tout connue en France, je trouve, qui n'est pas du tout mise en avant, alors que dans la sphère anglophone, elle a énormément de succès. Et du coup j'ai voulu m'y lancer pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en fait on va suivre plusieurs enfants, adolescents on va dire, qui se retrouvent dans un internat parce qu'ils y ont été envoyés par leurs parents, car ils seraient allés dans des mondes parallèles et en seraient revenus et n'auraient pas réussi à se réadapter à la réalité. À la fois les parents se disent qu'ils sont peut-être un peu fous, ou alors ils les croient, mais vu que les enfants n'arrivent pas à se sortir de l'idée qu'ils veulent retourner dans ces fameux mondes, ils les envoient dans cet internat qui est dirigé par Eleanor, qui elle-même a pu traverser dans ces mondes. Et on va suivre notamment Nancy, qui donc arrive dans cet internat. Elle était dans le pays des limbes, donc c'est un monde où il y avait le roi des morts et tout était terne à part la couleur grenat, et où elle ne mangeait pas forcément, où elle devait rester immobile pour la reine des ombres. Voilà, il s'est passé plusieurs choses, mais étonnamment elle a très envie d'y retourner. Et elle va faire la connaissance de plusieurs autres enfants, notamment Cade qui était dans un royaume de fées, qui était une petite fille donc de naissance, mais qui se sentait comme un garçon. Du coup elle a été éjectée du royaume des fées, et depuis son retour elle a embrasé sa véritable identité, donc c'est un garçon maintenant. Il y a aussi des jumelles qui elles venaient d'un monde avec un vampire, enfin il y a plein de personnages, et un jour il y a un enfant qui est assassiné, et pas qu'un, du coup ça continue. Et donc les élèves essayent de trouver qui est la personne qui assassine leur camarade. Voilà l'histoire. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a 200 pages, donc si j'en dis plus je vous raconte tout le livre. C'était vraiment super intriguant parce que au début on est comme Nancy, en fait on arrive dans cet internat et on comprend pas du tout de quoi les gens parlent. Il parle de grands figuris, de grande logique, de grande perversité, enfin... Alors amphigorie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inverse de la logique, c'est l'absence totale de logique, c'est l'anarchie quoi. Et en fait, apparemment, ce seraient des directions qui mèneraient à différents mondes. Vous avez, vous savez, un peu comme nord, sud, est, ouest, du coup vous pouvez avoir le nord-est ou le sud-est. Ben là c'est pareil, vous avez soit l'amphigorie, soit la logique,
et vous avez soit la perversité, soit la vertu. Et du coup vous pouvez vous rendre dans un monde qui est amphigorie vertu ou amphigorie logique, non, amphigorie perversité, et inversement vous pouvez avoir aussi donc logique perversité ou logique vertu, et il y a d'autres directions mineures qui permettent en fait de catégoriser les différents mondes. Mais au début on n'y comprend rien et elle non plus, mais en fait c'est bien expliqué, c'est bien amené, et puis on va suivre des personnages vraiment qui sont autant couleurs, qui sont tous aussi différents les uns que les autres. Vous avez Nancy qui elle est asexuelle et qui a peur parce que malgré en fait ce monde peuplé d'enfants qui sont pourtant très différents, qui sont particuliers, et ben il y en a encore aucun qui lui ressemble. Et donc il y a aussi cette question d'appartenance, je trouve, qui est très forte dans ce livre. Et vraiment, j'ai été très étonnée quand en moins de 200 pages je sois autant happée par l'histoire. Je l'ai lu d'une traite, c'était vraiment super comme lecture. Et j'ai le 2 qui m'attend dans ma pile à lire puisque Pygmalion me l'a gentiment envoyé. Et autant vous dire que je vais vite le lire parce que j'en veux plus. Et je me demande, vu la fin, qu'est-ce qui va se passer par rapport au personnage qu'on suit. J'en dirai pas plus, mais je suis très intriguée de voir quelle direction va prendre la série. Voilà, si vous cherchez une série de fantastique toute douce, toute simple, qui vous fait passer un bon moment et vraiment vous pouvez lire d'une traite voilà, un tome de temps en temps, je vous le conseille. Pour l'instant il n'y a que les 2 premiers qui sont traduits, mais à mon avis Pygmalion va pas tarder à traduire le 3e tome puisque celui-là est sorti fin 2021 et le 2e tome est paru début 2022. Donc à mon avis ils essayent de faire la traduction assez rapide des autres tomes. Je sais plus à quel tome on en est en anglais, il me semble que c'est 6 ou 7 par là. Mais voilà, franchement c'était vraiment sympa et c'était différent de tout ce que j'ai pu lire. Voilà, c'était vraiment très différent de ce que j'ai pu lire avant. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. C'est une saga qui à mon avis n'est pas assez montrée sur la toile parce que pourtant elle a énormément de potentiel. Voilà. Et donc c'en est terminé de ce long bilan lecture. Au final je vous ai même pas dit combien de livres j'avais lu, mais j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plus une lecture audio dont je ne vous ai même pas parlé. Il s'agissait de We Are Dreamers de Simu Liu. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Simu Liu c'est l'acteur qui joue Shang-Chi dans, dans le MCU de Marvel. Et c'était une histoire assez sympa sur sa vie et la vie de ses parents en tant qu'émigré chinois. Rien de transcendant et j'ai un peu de mal moi à noter la vie des gens, la vraie vie. Quand c'est des essais sur un domaine, sur un sujet, je trouve que c'est beaucoup plus facile de discuter en fait de la véracité, des travaux de recherche, de l'intérêt que ça peut apporter au lecteur. Quand on parle de la vie réelle de quelqu'un, je trouve ça un peu plus délicat. C'était sympa, c'était pas mon préféré que j'ai pu écouter en biographie, mais c'était assez sympa. Et en plus il y met les formes, il raconte ça avec vraiment une voix d'acteur on va dire. Donc voilà, ça faisait 16 du coup, dont un audiobook qui était une non-fiction. Il y a eu du cozy mystery, il y a eu du thriller, il y a eu de la romance, il y a eu du contemporain, il y a eu de la fantasy. On a été gâtés. Et comme je vous le disais, j'ai eu de très belles lectures puisque Our Violent Ends était incroyable. Le tome 3 de Nevernight, même si il m'a un petit peu déçue, je l'ai quand même beaucoup aimé. J'avais oublié, mais j'ai aussi lu une BD en plus de ça. Murmure de l'océan, c'était une très bonne lecture. Les détectives du Yorkshire, le bureau du mariage idéal, Quand nos souvenirs viendront danser, il y en a trop, c'était vraiment un super mois de lecture. Je me suis régalée en quantité, en qualité, vraiment. Si je devais décider celui que j'ai le moins aimé, je pense que ce serait Persuasion de Jane Austen. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur ce livre, mais ça restait quand même une lecture assez sympa, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai kiffé mon mois de juillet. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le livre que vous avez préféré dans cette sélection, ou alors un livre que vous n'avez pas encore lu et que je vous ai donné envie de choisir, ou alors tout simplement le livre que vous avez préféré pour votre mois de juillet. C'est toujours sympa de savoir les livres préférés, comme ça je peux les ajouter sur ma wishlist si je ne les ai pas encore lus.
Si jamais vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir et moi j'adore pouvoir échanger avec vous dans la section commentaires. C'est vraiment un des trucs que j'adore. Dès que je vois une petite notification de commentaires, je suis trop contente, j'ai vite envie de répondre. Donc n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures en espérant que le mois d'août soit aussi bon que le mois de juillet. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous!